On va reprendre la séance. Alors ce matin, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'apparemment, il est peut-être certainement beaucoup trop tôt pour tirer une conclusion de ce qui s'est fait ce matin, mais on peut quand même dire qu'a priori, le propos était unanime, c'est-à-dire que tout le monde s'est félicité de l'existence de la douane encore, et puis a reconnu son utilité, sa nécessité. Alors cet après-midi, on continue sur la même lancée. Je pense qu'il y aura la même unanimité, sauf qu'on va parler donc du service public douanier sur le territoire et qu'on sait que, comme tous les services publics, il est soumis à une réduction continue et, certains disent on a atteint l'os, mais peut-être qu'effectivement, là, il n'a peut-être plus déjà maintenant les moyens de réellement fonctionner. Bon, en tout cas, trois intervenants vont en parler. Dans l'ordre, vous avez là-bas Monsieur Michel Fourcade, qui est vice-président du bureau du Césaire Aquitaine, qui est ex-inspecteur des impôts et qui est président de la commission des finances régionales du territoire. À ses côtés, vous avez M. Philippe Clerc. Alors, M. Philippe Clerc, lui, appartient au privé, bien qu'il soit très au fait du monde des douanes, puisqu'il a été, c'est un ex-enseignant de l'école des douanes de Neuilly, si je ne me trompe pas. Il est conseiller expert à la Chambre de commerce internationale France en intelligence économique internationale. Et il est aussi conseiller du président de la commission coopération internationale du CNAC, Comité national anti-contrefaçon. Alors, il va pouvoir lui intervenir à la fois sur le local et à la fois sur l'international, en partant d'un point de vue plus privé, pas directement fonction publique. Enfin, il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et enfin, Monsieur Jacques Perrault, qui est délégué régional de l'URCFDT Île-de-France et qui travaille, lui, qui est en charge de l'aménagement du territoire. Voilà. Alors, le mieux, c'est peut-être de commencer par M. Fourcade, qui est bordelais. Vous allez l'entendre à son accent. Je savais que j'allais être désigné. Je ne sais pas pourquoi. J'ai passé 18 ans sur Paris. J'ai toujours conservé mon accent, mais on m'en fait toujours la remarque. Je ne sais pas pourquoi. Non, je suis particulièrement content d'intervenir aujourd'hui à l'invitation des organisations syndicales de la douane pour au moins deux raisons. Bon, la première, c'est que, comme notre animateur l'a dit, je suis inspecteur ex des impôts, donc agent de la Direction générale des finances publiques aujourd'hui, et j'ai eu l'occasion souvent dans ma vie professionnelle de travailler avec les services des douanes, notamment lorsque j'ai sévi dans une direction qui s'appelle toujours la Direction nationale d'enquête fiscale, et que nous travaillions ensemble sur un certain nombre de dossiers, de transmission d'informations, à un moment où nos administrations respectives n'étaient pas forcément très très chaudes quant à ces rencontres entre collègues. Je me rappelle d'ailleurs que dès le lendemain des élections de 1981, la douane était déjà détentrice d'un fichier de l'UBS que nous avons largement utilisé à la Direction générale des impôts à l'époque, en essayant de faire rentrer les impôts qui sont notre mission première. La deuxième raison qui fait que je suis content, c'est qu'à l'occasion de ces rencontres, j'ai pu apprécier la convivialité qui pouvait s'exprimer entre nous autour de l'exercice de missions qui sont souvent difficiles parce que répressives quelquefois. Et je crois qu'à ces occasions-là, nous avons pu apprécier le fait que nous avions la même conception et le même intérêt pour le service public. Je vais donc essentiellement parler du service public parce que, en tant que président de la Commission finances régionales et territoires au Césaire d'Aquitaine, au Conseil économique, social, environnemental régional d'Aquitaine, j'ai, à la demande de l'intersyndicale d'Aquitaine, engagé un débat sur l'avenir de la douane en Aquitaine et à l'occasion de la préparation de ces états généraux. Ma présence ici est donc assez logique
puisqu'elle s'est traduite par la publication d'une note que vous avez sans doute eue, qui est dans le dossier, qui a été approuvée à l'unanimité par les membres du bureau du Césaire. Mais je crois que cette note, il faut la replacer dans un travail un peu plus global, qui est celui qui a été engagé par notre institution. Je vous rappelle que le Césaire est composé essentiellement de 3 collèges. Il y en a un 4e de personnalités qualifiées, mais essentiellement 3 collèges les plus importants, un collège patronal, un collège syndical et un collège associatif. Et nous avons engagé au long de notre mandature une réflexion sur les services publics dans le territoire aquitain et ses évolutions dans un avenir proche. Nous avons travaillé sur les services publics au sens large, c'est-à-dire ceux gérés par la collectivité nationale et par ses services déconcentrés, mais aussi ceux gérés par les collectivités locales, les grandes entreprises publiques comme la SNCF, l'EDF ou la Poste, et même les entreprises privées, puisque un certain nombre d'entre elles sont amenées à gérer des services publics, comme par exemple celui de l'eau, ou de manière plus récente, mais de manière tout aussi importante, l'exploitation des réseaux autoroutiers. Nous aurons éventuellement l'occasion d'y revenir. Nous avons donc travaillé sur les effets des évolutions des politiques des dernières années en Aquitaine, et le constat que nous avons pu en tirer n'est pas très brillant quant à l'avenir de cette conception bien française d'une action publique au service de tous. Issu de plusieurs siècles d'histoire et affirmé dans la Constitution à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le prolongement des travaux du Conseil national de la Résistance, le service public vise à satisfaire l'intérêt général et à permettre à tous d'accéder aux mêmes services collectifs, quel que soit leur lieu de résidence ou leur capacité contributive. En Aquitaine, comme dans tout le pays, les politiques successives conduites ces dernières années, qu'elles s'appellent RGPP ou aujourd'hui MAP, mettent à mal ces principes. L'attachement de la population est pourtant grand à l'égalité d'accès à tous ces services, et malgré le fait que sa lisibilité n'est pas toujours évidente, ne serait-ce en particulier que du fait des lois successives de décentralisation qui ont rajouté un petit peu à la confusion et à la compréhension par le citoyen de qui fait quoi. La privatisation également de grands secteurs économiques, avec ses conséquences en matière d'explosion des coûts, comme par exemple la gestion de l'eau, mais aussi, je pense que vous l'avez noté, un rapport est sorti au mois de juillet, fin juillet, de la Cour des comptes à ce propos sur l'exploitation des autoroutes, où la Cour des comptes dénonce l'incapacité des services de l'État à contrôler efficacement les sociétés autoroutières quand elles augmentent leurs tarifs, et demande à ce que l'État revienne sur les contrats qui avaient été signés, qui garantissent des profits immenses à quelques mastodontes spécialisés dans ces services-là. Il n'est donc pas facile de voir où l'on en est, et les services publics sont malgré tout conçus par les citoyens comme étant, lorsqu'ils sont mal assurés, un facteur d'inégalité entre territoires. Les limites de la e-administration ont également été soulevées dans notre rapport, ainsi que les conséquences préjudiciables au développement des activités économiques du fait de la disparition de services publics comme la Poste ou les trésoreries des impôts dans les territoires ruraux en particulier. Je ne reviendrai pas sur la RGPP ou sur la MAP avec son cortège de suppression d'emplois, mais à titre d'exemple, en Gironde, la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, en 12 ans, a supprimé plus de 500 emplois. Ces suppressions ont entraîné mécaniquement la détérioration du service rendu aux citoyens contribuables en augmentant les délais d'attente lors des réceptions du public. Un seul exemple, les conservations des hypothèques de Bordeaux ont plus d'1 an de retard dans l'exploitation des actes de vente qui leur sont soumis et sur lesquels elles doivent être amenées à travailler. Auparavant, 6 semaines étaient considérées comme étant inacceptables. Aujourd'hui, il faut savoir que le non-traitement de ces actes par les conservations a des conséquences directes sur l'établissement des avis de taxes d'habitation ou les avis de taxes foncières en particulier. Vous voyez l'étendue des dégâts d'un certain nombre de politiques qui ont pu être menées.
Pour terminer sur ce rapport sur lequel nous avons travaillé, je voudrais simplement soulever une interrogation qui est liée à l'avenir de la décentralisation. Les choses s'accélèrent, divers projets de loi sont présentés par le gouvernement ou sont en cours de discussion au Parlement, et les interrogations sont fortes quant à l'avenir de l'égalité entre les territoires dans notre pays. La création des métropoles en particulier risque, en condensant l'essentiel des compétences et une part prépondérante des moyens financiers disponibles, d'accentuer la fracture entre les territoires riches, ceux qui sont bien placés, Bordeaux en ce qui nous concerne, et ceux qui ne le sont pas, la Dordogne, le Lot-et-Garonne ou les Landes par exemple. Il est évident qu'en plaçant nos territoires dans la seule logique de la compétition économique au cœur de la mondialisation, les inégalités vont se creuser et des territoires vont devenir des déserts économiques et sociaux. Je pense que cette question mérite d'être débattue, y compris dans un service public comme celui de la douane. Mais pour en revenir au service public de la douane, c'est dans le prolongement des travaux sur notre rapport sur le service public que l'intersyndicale a saisi le président du Conseil économique et social pour venir débattre avec les représentants de la société civile en Aquitaine des missions, des services et des effectifs de l'administration de la douane en Aquitaine. La commission que je préside a auditionné l'intersyndicale ainsi que les responsables de la direction interrégionale de la douane, qui étaient tous là, et qui ont accepté de s'exprimer et de débattre sans, je le précise, je le souligne malgré tout, sans se situer dans la logique des états généraux qui avaient été impulsés et initiés par les syndicats, mais ils ont été présents et ils ont accepté de débattre. Un échange extrêmement fructueux a pu avoir lieu lors de cette rencontre. Dans son prolongement, la Commission a proposé au bureau du Césaire une note, diffusée dans le dossier de presse dont j'ai déjà parlé, qui reprend, outre les présentations des missions de la douane, les questions et interrogations sur l'avenir de cette administration en Aquitaine. Une telle démarche de l'intersyndicale a été particulièrement utile. De nombreux conseillers issus de tous les secteurs de la vie économique, sociale et associative de la région, n'ayant qu'une vision parcellaire des missions de la douane. Les explications données ont permis de mieux connaître les véritables missions de service public de cette administration et les inquiétudes quant à l'avenir d'un certain nombre de missions ont été soulignées, notamment s'agissant du domaine vitivinicole, suite à la fermeture de nombreux bureaux et recettes locales de la douane dans notre territoire. Dans une région comme Bordeaux, la telle fermeture peut ne pas poser de problème à un certain nombre d'entreprises. Certains propriétaires de châteaux n'ont sans doute aucune difficulté à avoir affaire à un service spécialisé qui pourra traiter leurs demandes de documents de circulation ou de consommation. Par contre, de nombreux châteaux, de nombreuses petites entreprises vitivinicoles sont en difficulté du fait de la fermeture de ces bureaux dans les territoires. Conscient que cette politique mise en œuvre en Aquitaine relevait malgré tout de choix politiques et nationaux, le Césaire d'Aquitaine a souhaité une évaluation concertée, en lien avec les partenaires sociaux, des conséquences des processus en cours. Le constat d'une dégradation de la qualité du service public doit impliquer une réaction, la fermeture des bureaux et recettes privant les usagers de services publics de proximité pourtant indispensables. Il a également été souligné que la mise en place difficile d'applications informatiques sur les mouvements des vins et produits alcooliques risquait d'engendrer un problème important quant à la perception des recettes pour les finances publiques. Sans exagérer le rôle et la place de l'institution du Césaire, nous avons, en rédigeant cette note, assuré notre mission d'information auprès des représentants de la société civile en Aquitaine. Nous l'avons largement diffusée et nous espérons que ce travail a pu être utile dans la préparation de ces États généraux. Pour conclure, je voudrais rappeler que je ne parle pas ici au nom du Césaire d'Aquitaine. Sa composition diverse, comme je l'ai indiqué en début, fait que nous avons des approches variées sur la place et le rôle que les services publics doivent continuer à jouer dans le fonctionnement d'une société juste et démocratique.
Je parle en militant, attaché à une société où l'égalité d'accès de chacun aux biens et services communs nécessaires au bon épanouissement personnel comme collectif est assurée par des structures disposant de moyens pour exercer dans de bonnes conditions ses missions. À la douane aujourd'hui, comme à la DGFiP et dans de nombreuses administrations d'État ou des collectivités locales, ces missions sont menacées, au mépris, y compris de la perception de ressources fiscales. Sans rentrer dans les détails, l'ouverture et la construction de l'Europe telle qu'elle a été actée dans ces différents actes a conduit à la libre circulation des marchandises sur l'ensemble du territoire. La conséquence est traduite pratiquement par ce qu'on a appelé la directive TVA en 1993, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus sur le ressort de la communauté de contrôle des marchandises qui circulent. Il y a des déclarations d'échange de biens, mais il n'y a plus de contrôle des marchandises. La conséquence de la mise en place de cette TVA intracommunautaire a permis l'émergence d'une fraude qui, en l'absence totale de contrôle physique des marchandises, a permis la création du système des carrousels TVA, je pense que tout le monde en a entendu parler, qui, on le suppose, entraîne une fraude de plusieurs centaines de milliards d'euros à l'échelle de la communauté européenne. Je ne vous citerai que l'exemple de la fraude au quota carbone dont on a entendu parler, là encore la Cour des comptes en a parlé. Un certain nombre d'entreprises se sont permis, en 6 mois d'activité, de fausses activités, de récupérer à l'échelle du pays simplement, mais on suppose que c'était également le cas au niveau de la communauté, que dans d'autres pays européens, de voler, de récupérer pratiquement, puisqu'ils se sont fait rembourser, 2 milliards d'euros de TVA au titre de ce système de fraude qu'on appelle les carrousels TVA. Pour des raisons idéologiques, l'objectif de baisser à tout prix les prélèvements obligatoires pour satisfaire aux exigences de la mondialisation et toujours pousser à la compétition entre les territoires et les pays entraîne la dégradation du ciment de la société assurée par des services performants et services publics performants. Cette remise en cause, qui remonte à de nombreuses années, n'a hélas pas été modifiée par l'élection l'an passé d'un nouveau président de la République. C'est avec des initiatives comme celle prise par les syndicats de la douane, en allant au-devant des citoyens, dont les conseillers des Césaires sont aussi des représentants, que le débat doit être poursuivi. La satisfaction de l'intérêt général et une répartition équitable des richesses produites doivent de nouveau être au centre de l'action publique. Nous devons continuer à nous battre pour que ce modèle social, celui qui fonde la vie démocratique dans notre pays, passe par un renouveau du service public et par des missions confiées à des personnels pour lesquels la recherche du profit n'est pas la préoccupation première et qui sont les garants d'une application juste et équitable de la loi et des normes applicables. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fourcade. On va donner la parole tout de suite à Monsieur Jacques Perrault, qui, lui, va nous parler, travaille sur les enjeux du Grand Paris ou de Paris Métropole, enfin bon, je ne sais pas comment appeler ça, et de tout ce que ça peut impliquer. Merci. Merci, et tout d'abord merci à l'intersyndicale de m'avoir invité à cette journée. J'aurais appris beaucoup, et rien que pour cela, je suis très heureux d'avoir assisté à une partie de vos travaux. Le service douanier, j'avoue que je me suis un peu plongé depuis 10 jours parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Je me sens un peu le Candide de la journée. Donc quand j'ai réfléchi au sens à donner à mon intervention, je me suis dit comment effectivement placer le Grand Paris dans un tel débat. C'était relativement facile puisque l'avenir, pour en venir vraiment au service public, qu'il soit douanier ou autre, l'avenir des services publics, c'est aussi une affaire d'aménagement du territoire. Alors avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, et sans vous assommer de chiffres, j'aurais néanmoins,
poser un petit peu le cadre de l'Île-de-France aujourd'hui. L'Île-de-France est la première région française, plus riche, celle qui produit 28% du PIB national, 11,8 millions habitants, ce qui représente 19% de la population française, concentrée sur à peine 3% de la surface du territoire. Une population plus jeune que la moyenne nationale, un très fort taux de natalité, qui est une terre, ça depuis des décennies, une terre d'immigration, et où l'espérance de vie est la plus longue. On vit en moyenne en Île-de-France 5 ans de plus que dans les autres régions. Et de fait, des études prospectives menées sur les courbes actuelles montrent que d'ici 20 ans, la population de l'Île-de-France pourrait s'élever à plus de 13 millions d'habitants, avec toujours plus d'actifs, mais également d'inactifs, la population retraitée. Donc je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan économique, l'Île-de-France tire la croissance française. En termes d'emploi, 82% des actifs franciliens travaillent dans le secteur tertiaire, en grande partie dans celui des services. Avec un nombre de cadres qui est particulièrement élevé, 37% des cadres français. L'Île-de-France concentre également 40% des chercheurs français qui travaillent dans les divers pôles de compétitivité. Donc si, comme dans les autres régions, le taux de chômage est en forte croissance, il reste néanmoins l'un, ou sinon le plus bas, du territoire national, avec environ 1 point de moins que la moyenne nationale. L'Île-de-France est attractive, demeure attractive. C'est la première destination touristique mondiale. C'est, on l'a rappelé ce matin en termes de liaison aérienne, Roissy, qui est la deuxième plateforme européenne, mais en ce qui concerne le fret, est le premier. C'est également vrai en termes ferroviaires, puisqu'il y a environ par an 490 millions de voyageurs qui transitent par les gares parisiennes, alors que ce soit extra-régional ou que ce soit intra-régional. Mais on pourrait se dire que tout est beau en Île-de-France, mais toute médaille est son revers. Parce que l'Île-de-France est une terre de contrastes, de grandes disparités qui existent entre ces territoires, sa population. On ne vit pas de la même manière que l'on soit situé, que l'on habite à l'est du territoire ou à l'ouest du territoire. C'est vrai pour l'emploi, c'est vrai pour les transports, c'est vrai également pour le logement. Aujourd'hui, 500 000 demandes de logements sociaux sont insatisfaites en Île-de-France. C'est vrai aussi pour la santé, les services de santé, la formation et bien entendu pour les services publics. Le coût du foncier, qui est une des problématiques essentielles de l'Île-de-France, conduit les ménages aux revenus modestes, les jeunes cadres, à s'éloigner de plus en plus du centre de l'agglomération pour trouver à se loger. Mais c'est également vrai pour les entreprises. De nombreux sièges sociaux, aujourd'hui, quittent Paris intramuros pour s'installer dans la proche banlieue, où le coût du foncier est moindre, mais avec des conséquences pour les salariés, puisque, en termes d'aménagement, aujourd'hui, rien ou peu est prévu. Donc, difficulté pour se loger et augmentation des temps de transport. Nous sommes aujourd'hui à un moment où l'avenir de l'Île-de-France se dessine pour les 30, 50 années à venir. Le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, doit être adopté dans les prochains mois. Le Grand Paris Express, réseau de transport, il entre dans sa phase opérationnelle. Des contrats de développement territoriaux ont été conclus entre les collectivités locales et l'État, dont l'objectif premier est la construction de logements, notamment sociaux, à un rythme de 70 000 par an.
Et enfin, la création, en 2016, de la métropole de Paris, qui est une nouvelle entité, et qui regroupera à minima les communes de Paris et celles des 3 départements de la petite couronne, 92, 93, 94, ce qui représente 6,5 millions d'habitants. Ceci, à n'en point douter, posera un nouveau type de gouvernance, peut-être pas évident à mener. L'aménagement de l'Île-de-France est une nécessité. Une nécessité, bien sûr, pour maintenir son attractivité économique, mais également pour améliorer les conditions de vie des Franciliens, qu'ils soient salariés ou non. Le réseau de transport du Grand Paris Express prend dans ce cadre-là tout son sens, puisqu'il s'agit, avec la création de 4 nouvelles lignes et la prolongation de lignes existantes, de renforcer la desserte vers les grands pôles stratégiques, les centres d'activité, les gares et les aéroports, mais également d'améliorer les transports du quotidien pour l'ensemble de la population. Le désenclavement des territoires est un objectif prioritaire pour permettre aux populations d'avoir accès à l'emploi et aux services divers, qu'ils soient de commerce, qu'ils soient de loisirs et qu'ils soient l'accès aux services publics. Un bémol au projet quand même, et un gros bémol. Si l'on superpose le tracé du Grand Paris et celui de la future métropole de Paris, qu'est-ce qu'on constate ? L'existence d'une zone urbaine centrale, fortement agglomérée, et des zones périurbaines ou rurales peu ou pas touchées par ces opérations d'aménagement. Cela pose le problème du devenir de ces territoires. Est-ce que nous allons vers une région qui, dans son cœur, va absorber l'activité économique, ses emplois, à travers des clusters, des pôles d'excellence, qui va encore plus concentrer les activités de services et les services publics? Si l'on peut se féliciter que dans la zone métropolitaine, l'aménagement du territoire peut conduire à une réduction des inégalités territoriales, que va-t-il advenir demain des zones périurbaines et rurales du Sud-Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d'Oise? On risque là, demain, de se retrouver effectivement avec des territoires qui vont quand même toucher plusieurs millions de Franciliens avec une quasi-absence de services, dont les services publics. Donc nous sommes aujourd'hui éloignés, je dirais, d'une vision d'aménagement de la région qui, un temps, avait été conçue comme dit en Marguerite, avec des pétales territoriales qui devaient impulser une dynamique de développement en préservant l'activité résidentielle, qu'elle soit économique à travers un réseau de PME et de TPE, mais également de commerce, de proximité et de services publics de proximité. Merci. Monsieur Philippe Clerc donc, va intervenir, lui, plus directement sur les implications de la douane. Et donc, on peut déduire donc, de l'absence de services publics dans certaines zones les problèmes que ça va pouvoir susciter, y compris et surtout, enfin, selon l'objet, selon votre axe de réflexion, si on considère le développement des entreprises, le développement économique. Alors, je sais que vous avez plein de choses à dire, Monsieur Clerc, sur l'international et le national, mais c'est peut-être mieux que si vous vous centrez sur le national, parce qu'on a déjà beaucoup de retard. Bien, vous me donnez, bonjour à toutes et à tous, et merci infiniment pour votre invitation. Vous me donnez combien 10 minutes? Ouais, un quart d'heure. Un quart d'heure, merci. Sur ce sujet essentiel, les chambres de commerce et d'industrie et le réseau des douanes, je pense, partagent cette problématique de la proximité et du service public, du service de l'intérêt général. En matière de compétitivité et de sécurité économique, le partagent tous les jours, et on sait combien, vous le savez, combien nos réseaux, nos collègues sont maillés au quotidien. Bien sûr, je ne parlerai pas de l'international, mais on ne peut pas imaginer le métier que vous faites, le métier que nous faisons, sur le territoire, au service des entreprises au quotidien, si on ne parle pas de la mondialisation, son impact, si on n'envisage pas, je dirais, cette chaîne de valeur essentielle
et dans toutes les missions des douanes, si je les connais bien, depuis le local, le territorial, jusqu'au, je dirais, au contrôle des grands flux liés à la mondialisation, de marchandises et les grands trafics et les grandes menaces mondiales, nous avons là un ensemble. On ne peut pas réfléchir à la proximité et au rôle du service public si on ne prend pas cela en compte. Deuxième remarque, je souhaitais dire que face aux grandes menaces qui sont liées à la mondialisation, qui représentent aussi bien sûr combien d'opportunités, le dispositif que nous avons mis des années, historique, que certains pays, je pense à nos amis chinois, regardent de très près parce qu'ils le considèrent comme efficace, ce service public de l'État en région, qui a des correspondances et des réseaux qui communiquent jusqu'à l'international, avec des partenariats, notamment avec les chambres de commerce françaises à l'étranger, qui sont essentiels. Si nous le désarmions par un déficit d'installation de proximité, si nous le désarmions, alors ce serait une faute grave parce que dans la mondialisation, aujourd'hui, on le sait bien, la grande bataille que nous avons lancée, les chambres de commerce y participent sur la résilience des territoires, la résilience de notre économie, la réindustrialisation. Si ces dispositifs-là de proximité ne sont pas à l'œuvre, alors nous serons largement démunis, nous risquons de perdre des batailles. Et là, je voudrais revenir très rapidement à un point, l'organisation. Rappeler, mais très rapidement, l'organisation des chambres de commerce, parce qu'on voit bien le lien avec les douanes, et puis la vision que nous avons, et je pense que nous partageons, de cette, notion de sécurité économique, juridique, de sécurité globale. Sur l'aspect, de l'organisation, les chambres de commerce, le grand intérêt, bien sûr, vous disiez, vous représentez, Monsieur Clerc, le privé, les entreprises. C'est bien sûr les entreprises, nous y travaillons au quotidien avec elles, les toutes petites entreprises, celles de nos filières dites traditionnelles, celles aussi de nos pôles de compétitivité. C'est notre quotidien, c'est la relation quotidienne, comme celle aussi des agents des douanes sur le territoire. Mais, chose étrange, cet objet public que sont les chambres de commerce, elles sont pilotées par des chefs d'entreprise. Et donc, il y a là une richesse, une capacité d'innovation pour monter des stratégies, accompagner les entreprises, en partenariat, bien sûr, avec les collectivités territoriales, avec l'État, ici avec les douanes, qui est tout à fait essentielle. Cette organisation, c'est une présence sur tout le territoire, d'extrême proximité. C'est ensuite une présence à l'international, dans plus de 80 pays, avec des chambres françaises de commerce et d'industrie à l'étranger, et qui travaillent bien sûr au quotidien avec des attachés douaniers à l'international. Un dispositif d'aide, de décryptage à la fois des marchés, des menaces, des risques, de facilitation du commerce, qui est essentiel. C'est ce que je soulignais, qu'il faut absolument préserver. Et puis, bien sûr, les chambres de commerce, nous avons des positions sur des territoires dans le monde à caractère stratégique, là où passent des flux de marchandises ou des enjeux, où se positionnent des enjeux économiques et culturels considérables, ce sont nos chambres et nos territoires ultramarins. Ne pas oublier ces positions-là. Tout ce dispositif-là, je dirais, est à remobiliser, c'est la responsabilité aujourd'hui des chambres de commerce sur lesquelles elles s'engagent, à remobiliser dans cette reconquête de marché. Notre vision, que nous partageons, et j'ai bien entendu les deux orateurs précédents, c'est celle de dire, comme nous le disons dans les dispositifs d'appui à l'innovation, si aujourd'hui nous voulons entrer dans la mondialisation, si nous voulons repositionner nos entreprises, nos intérêts économiques et culturels dans cette grande mondialisation sur des territoires à caractère ou des marchés à caractère stratégique, nous ne pouvons le faire sans une extrême localisation, la mise en place de réseaux d'intelligence, d'excellence locaux, et je dirais de grande proximité. Et donc, le service public des douanes, le rôle des chambres de commerce et d'industrie est essentiel et fondamental. Je dirais même, si j'avais un peu d'ambition, il est stratégique. Il est stratégique parce qu'il participe
à ce grand dispositif de sécurité que j'appelle de sécurité globale, de compétitivité et de sécurité économique. Si je regarde le rôle du réseau des douanes dans la lutte contre la grande criminalité, si je regarde ce travail-là face au grand basculement, et j'ai bien lu aussi toutes les mises en perspective que vous, dans les douanes, sur lesquels vous travaillez, de ces grandes menaces, c'est-à-dire avec la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, cette ouverture générale, il n'y a plus de frontières, et donc il n'y a plus de frontières aux menaces. Ça, c'est un élément essentiel. Et ces menaces, aujourd'hui, elles s'hybrident avec l'économie, nous le savons bien, vous le savez mieux que nous, elles s'hybrident avec l'économie traditionnelle, celle de nos petites entreprises. Et notre responsabilité dans la Chambre de commerce, ce sur quoi nous travaillons, c'est une innovation, c'est ces questions de sécurité économique. Et nous avons encore plus qu'avant besoin d'apprendre de vos réseaux, d'apprendre de vos informations. Et donc cet aspect m'apparaît essentiel, c'est celui donc de la proximité, de la redynamisation, le renfort des réseaux de proximité pour mieux affronter l'aspect des menaces au niveau, je dirais, au niveau global. Et si je regarde plus encore, si nous baissions les bras sur cet aspect-là, sur ces réseaux de services publics que beaucoup nous envient, alors nous serions un peu, je dirais, presque nus face au réseau des autres pays. Je pense, et je parle sous votre contrôle, des Américains qui positionnent leurs agents douaniers ou du FBI sur notre propre territoire, sous couvert de dire nous travaillons à la sécurité globale et du monde parce que le terrorisme peut passer, et nous le savons, vous le savez mieux que moi, par ces réseaux, je dirais, les réseaux du commerce international. Les Américains, eux, renforcent ces réseaux-là. Et combien d'autres pays? Et donc, quand je dis ce réseau est essentiel, fondamental et stratégique, je crois que je ne suis pas loin de la réalité. Et donc, pour aller vers la conclusion, il faut peut-être plus encore. Aujourd'hui, le réseau des chambres de commerce, les douaniers travaillent ensemble. Vous citiez le CNAC, formidable plateforme, le monde entier nous l'envie, une plateforme informelle, État, entreprise, dans lesquelles, et sur laquelle nous pouvons échanger très régulièrement sur les problématiques, jusqu'à l'échelle du Parlement européen, sur des problématiques de contrefaçon entre les représentants des entreprises, de l'État, et sur toutes ces questions-là. C'est un sujet essentiel. Nous recevions dans ce cadre-là très récemment les représentants de la lutte contre le crime organisé et le crime économique chinois à Paris. Il y a des coopérations essentielles et fondamentales. Et donc, depuis la proximité qui est stratégique, on voit tous les enjeux qui se redéploient. Et donc, voilà, plus encore et plus que jamais, c'est la coopération jusque, bien sûr, dans des territoires ou sur des territoires qui ont encore plus besoin, vous parliez des territoires pauvres, de ces fractures, je dirais, économiques et sociales, ces territoires-là, plus encore peut-être, sont fragiles et ont besoin de ce service. Et bien sûr, accompagnons-le, renforçons-le, innovons dans les démarches et les organisations. Ensemble, les chambres de commerce sont au service du réseau des douanes, au service de l'État et bien sûr des entreprises. Merci pour votre attention. Merci pour cette intervention qui a quand même bien souligné comment on pourrait dire, l'interconnexion, la familiarité intrinsèque qui peut exister entre un service de douane fort qui a beaucoup de moyens, j'allais dire un petit peu, pourquoi un petit peu, qui a beaucoup de moyens, et puis un développement économique qui serait maîtrisé, qui se ferait sur des bases de qualité, etc. Tout le monde a compris. Bon, on a très très peu de temps, donc si jamais certaines personnes veulent intervenir, on va s'accorder 5-10 minutes, très très peu, parce qu'il y a d'autres débats et on va finir vraiment trop tard.
Effectivement, j'ai insisté, je comprends votre propos, j'ai insisté sur l'aspect des menaces, mais dès l'introduction, j'ai parlé des opportunités considérables de cette mondialisation, et j'ai parlé du rôle, bien sûr, après il faut rentrer dans le détail, du rôle essentiel, de la mission essentielle des douanes, de compétitivité et de sécurité économique. Monsieur Fourcade. Oui, juste un petit mot. Personne ne demande, je crois, la fermeture des frontières et le repli sur soi. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne serait pas sérieux. Par contre, puisque vous représentez la FNTR, sur notre territoire circulent depuis plusieurs mois des camions immatriculés en Lituanie, en Estonie, en Roumanie, en Pologne et dans toute cette série de pays qui ont intégré l'Union européenne par une vague qui nous est arrivée au milieu des années 2000. Si on ne prend pas garde, si on n'assure pas un contrôle quant aux conditions d'exercice du métier, quant aux conditions de rémunération des salariés, quant aux matériels qui sont utilisés, il n'y aura plus de FNTR sous peu. Il n'y en aura plus. La mondialisation, c'est ça. C'est la concurrence libre qui vous conduira, vous les petits transporteurs, les entreprises typiquement françaises, à devoir mettre la clé sous le paillasson. Je donne qu'un exemple. Norbert d'Entresangles, transporteur connu, qui n'est pas une PME, j'en conviens bien volonté, mais qui a un établissement à Saint-Loubès, en bordure, dans la banlieue bordelaise, annonce le licenciement de 35 chauffeurs, alors que le groupe est bénéficiaire. Mais il se trouve que cet établissement n'est pas un établissement suffisamment rentable, donc on licencie 35 chauffeurs, quitte à utiliser des camions au logo Norbert d'Entresangles, immatriculés en Estonie ou en Lituanie. Alors, une dernière intervention, s'il vous plaît. Je suis désolé de frustrer la salle, mais... Oui, j'interviens donc pour Solidaire Douane, je suis Morvan Burel. Oui, juste une réaction par rapport à ce qu'on a entendu. Quand on parle de réseau de proximité, ce qui nous paraît essentiel quand même, c'est de dire que l'administration, elle doit entendre son réseau en fonction des besoins de ses citoyens, les citoyens pour lesquels elle intervient et pour lesquels elle existe en tant que service public. Il ne s'agit pas évidemment de dire que l'administration, les douanes ne doivent pas prendre en compte les besoins des entreprises, mais il ne s'agit pas non plus de dire qu'elles doivent travailler exactement en fonction de ce que les entreprises souhaitent. Là, je pense qu'il y a quand même peut-être une ambiguïté à soulever. On est là effectivement, et je pense quand on dit qu'il ne s'agit pas de penser qu'on ne peut pas revenir sur la mondialisation, qu'on ne doit pas se replier sur ses frontières, nous on pense au contraire qu'on doit quand même avoir une réflexion sur la mondialisation, parce que en tant que douanier, on n'existera que parce que on est là pour apporter une régulation aux flux marchands qui provoquent ce qu'on a entendu ce matin dans certaines interventions, tous les effets de dumping et tous les désastres que ça a provoqué, notamment pour la classe ouvrière et l'industrie. Donc il y a quand même une nécessité de penser le réseau d'abord sous cet angle-là, quel service on apporte aux citoyens. Ici, il se trouve que ça apporte aussi un service aux entreprises qui emploient et qui travaillent en France, ça ne sera que tant mieux. Juste pour reprendre un exemple, ce qui avait été soulevé tout à l'heure, Monsieur Fourcade avait parlé des quotas carbone, du marché TVA qui avait provoqué une fraude massive à la TVA de plusieurs vingtaines de milliards d'euros à l'échelle européenne. Effectivement, c'est cette croyance au tout marché, au fait qu'on pourra répondre aux problèmes environnementaux par le biais du seul marché qui avait provoqué ces dégâts-là. Et nous, on pense au contraire que ce sont une taxe carbone intelligemment pensée, notamment avec un dispositif aux frontières, comme on l'a un peu développé ce matin, avec des douaniers pour travailler le plus précisément possible en fonction de tous les utilisateurs identifiés. C'est
de cette façon-là qu'on doit penser un réseau, et non pas simplement sous un angle de compétitivité pour des entreprises exportatrices. Merci pour ces interventions. Et désolé de ne pouvoir poursuivre le débat, il nous faut passer à la table ronde suivante.